Hop, et on y va. Et on va continuer le cerveau, on va rentrer dans des choses vraiment intéressantes, je pense. Je en suis sûr. Donc, en fait, pour résumer, hein, on a vu les types de cellules avec les neurones, hein, les gros neurones ici. On a vu les cellules gliales, hein, avec les astrocytes, les cellules qui entourent les axones, qu'on appelle les cellules de Schwann ou les oligodendrocytes. Les microglies qui participent à faire que les connexions marchent bien entre les neurones. Les astrocytes qui les nourrissent et qui les entourent. Donc, on a vu aussi que les neurones ne sont pas en relation directe, euh, comme dans les autres parties du corps avec le liquide intercellulaire. C'est différent. Euh, on a vu que, bah, que c'était une vascularisation très intense, hein, que ça fait presque 20 mètres carrés de surface de contact de sang dans le cerveau, hein. Il faut vraiment bien l'alimenter, bien le, bien le nourrir. Là, on voit un peu toute la, l'irrigation sanguine. On a vu que le cortex était organisé comme ça, hein, avec des couches. Il y a 6 couches de neurones. Donc, en fait, les neurones, quand ils grandissent, hein, dans la vie intra-utérine, quand toutes ces couches se forment, eh bien, elles doivent monter un petit peu, puis trouver des voisines sur le côté. Puis les autres vont monter un peu plus haut, trouver des voisines. Si elles trouvent pas des voisines avec qui faire des synapses, c'est pas bon. Elles vont dégénérer en fait. C'est pour ça qu'il faut bien que ce processus se déroule tranquillement. Et dans ce processus-là, les microglies, qui sont des cellules gliales, qui sont 10 fois plus nombreuses, hein, les cellules gliales que les neurones, eh bien, elles vont jouer un rôle vraiment important. Et c'est aussi organisé en colonnes, tu vois. Donc quand on regarde une aire cérébrale, mais en fait, c'est toutes des colonnes comme ça. Hein, on trouve des colonnes partout en biologie, hein. On en trouve dans les reins, on a des colonnes dans les testicules, on a des colonnes dans, dans le foie, on a des espèces de colonnes. On a des colonnes partout. C'est une organisation assez habituelle. Et donc, on en a aussi dans le cerveau. Dans la rétine, on fait aussi des colonnes. Tiens, ok. Hop. Et puis, on va, on a vu quoi? On a vu qu'il y avait le système nerveux. Ah, dans l'anatomie, hein, qu'on avait le système nerveux central, avec le cortex, avec le système limbique, avec les ventricules qui contiennent le liquide, hein, et puis que le système limbique, il y avait le thalamus, il s'occupait des parties conscientes, et qui s'occupait de gérer les informations sensorielles, les informations émotionnelles, les informations cognitives, les informations spirituelles, les informations positionnel, tout ça, hop, ensemble pour pouvoir intégrer tout et communiquer avec le cortex et avec d'autres parties des noyaux, par exemple le cervelet, hein, via des noyaux, pour quand on fait un geste, que tout soit bien fait, bien coordonné, bien contextué et que se déroule très bien. Donc en fait, le cervelet joue un rôle très important aussi, puisque c'est lui qui va un peu confronter une commande nerveuse avec tous les autres nerfs pour voir où les autres en sont et doser tout ça. C'est super bien foutu. Ça permet de faire des beaux gestes, d'avoir des postures qui sont équilibrées, etc. Et puis on a vu le système nerveux autonome et le système nerveux périphérique. Le système nerveux autonome, c'est le nerf vague, c'est le sympathique et le parasympathique, hein, avec tout. Soit on va lutter et réagir, trouver une solution tout de suite, ça c'est le sympathique. Soit on est tranquille, on peut digérer, on peut faire ses fonctions physiologiques tranquilles, c'est le parasympathique. Et ces deux systèmes sont gérés du côté de l'hypothalamus. L'hypothalamus, et qui gère un peu tout ça. Donc, on a aussi le système nerveux périphérique, celui où on s'occupe de gérer nos muscles. Donc ça, c'est en général des commandes qu'on envoie depuis le cortex, qui sont traitées par le thalamus
par le cervelet pour que ce soit bien fait, hein, et puis ça va activer les muscles. Donc dans les muscles, on sait qu'on a des muscles qui sont, par exemple, on a les fléchisseurs et les extenseurs, donc ils sont antagonistes, et donc quand il y en a un qui se contracte, il vaut mieux que l'autre se relaxe. Et pour ça, on a des tas euh, de récepteurs, hein, qui vont communiquer directement avec la moelle épinière et qui vont dire, ah là, ça se tend, donc je vais relâcher celui-là. Et on a même des petites, à l'intérieur des muscles, des choses affiner, pour affiner la perception, pour que ce soit de plus en plus précis. Hein, quand, par exemple, qu'on bouge un doigt de façon très précise, par exemple, quand on fait un nœud pour coudre, il faut être vraiment précis. Donc là, il faut que ce soit hyper précis. Et c'est là qu'agissent certainement ces petits récepteurs pour savoir exactement où le muscle en est, hein. Alors, on a vu ensuite, on a vu un peu tous les systèmes sensoriels, en gros, hein. On a vu la vue, que la vue, qu'il y avait la rétine, et puis que la rétine emmenait l'influx de cette façon-là, hein. On a bien vu qu'il y avait un croisement ici, que tout cela arrivait aux aires visuelles, qu'on avait ici un point de chiasmaque, là on avait encore genouillé, que là on avait une partie qui allait vers le haut parce qu'il faut réagir tout de suite, hein, s'il y a des choses qu'on a besoin. En fait, c'est comme ça. Dans les zones, les systèmes sensoriels, il y a toujours quelque chose qui est exploité le plus vite possible pour que ça aille au thalamus. Parce que lui, il discute avec le cervelet, il discute avec les choses qu'il faut faire immédiatement. Il n'a pas le temps de réfléchir dans le cortex. Donc c'est comme ça qu'on a toujours un peu une pomme quelque chose qu'on utilise tout de suite, hein. Mais la plus grande partie va évidemment vers le cortex. Que ce soit pour la vue, que ce soit pour l'odorat, que ce soit pour l'ouïe, c'est pareil. Il faut savoir si, par exemple, on a besoin de savoir où est l'ennemi tout de suite, quoi. On va pas réfléchir. Donc il y a toujours cette partie qui va direct au thalamus, cortex, les noyaux centraux, le cerveau médulaire en fait, centre, le cerveau médulaire. C'est pour ça qu'en fait il y a toute cette partie automatisée qui peut se faire relativement indépendamment. La vue, on a vu bien sûr l'odorat, hein, avec ces bulbes olfactifs qui communiquent directement avec le cerveau. Ils sont pas croisés comme la vue et ils communiquent directement avec l'amygdale, avec les émotions. Euh, Là, on a l'hippocampe, là, on a l'amygdale, là, on a le thalamus. Ça va directement, ça communique directement avec ça. On a directement avec l'extérieur des récepteurs qui sont directement reliés à des neurones qui communiquent directement avec le cerveau. Donc, c'est pas très malin d'aller mettre une brosse à dents carrément là et tout arracher. C'est pas bien. Bien que ça repousse, hein, mais donc c'est pas très malin. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Louis, alors extraordinaire, Louis, avec c'est, hein, ici on a le tube auditif, l'oreille, le tympan, les osselets, les marteaux et l'enclume, et bang, on va taper sur la cochlée, hein, on va taper ici, et la cochlée, elle va analyser tout ce son, avec un long tube qui est complètement enroulé c'est comme un escargot, comme ça, on a un tube cochléal, et dans ce tube cochléal, on a des cellules. Ouais, ouais, bah dis donc, quoi, chouette. Et voilà, tu, donc en fait, pas raconté parce que parfois on pourrait croire que voilà, il invente, il raconte n'importe quoi. Bon, ben voilà. En fait, mais là, on a des cellules, des stéréociles comme ça, des cellules ciliées qui vont permettre de pouvoir régler un peu filtrer, de régler l'acuité auditive, hein, régler ce qu'on veut entendre. Ça, c'est super intéressant. On a même cette capacité-là. Et puis, on a aussi l'équilibre. L'équilibre, hein, avec ce système, avec les canaux semi-circulaires, avec l'ampoule, la sacule, qui est étroitement connectée avec la cochlée et qui permet de savoir où on en est en termes de roulis, en termes d'embardé, en termes de tangage. Donc c'est très utile, surtout si on danse, hein. Il vaut mieux savoir où on en est.
Et donc ça communique direct avec le cerveau, avec le thalamus, avec le cervelet, parce qu'effectivement, quand tu fais un mouvement, il vaut mieux savoir si où tu t'orientes dans l'espace et comment où tu en es. Ça mesure aussi les accélérations. Les accélérations parce qu'on a on a à la fois dans des ampoules qui vont être sensibles aux accélérations, et puis on a aussi euh, des espèces de cristaux qu'on appelle des zoolites qui parfois causent problème, hein. Et à ce moment-là, on a des gros problèmes d'orientation, hein, et ici et d'équilibre, c'est tête droite, tête inclinée, accélération, et ce sont des zoolites, des petits cristaux. Alors s'ils sont pas bien, s'ils sont collés les uns aux autres, ou alors ça va très mal, quoi. Donc il faut travailler, il y a des médecines spécialisées, des centres spécialisés dans ce traitement, ça. Le goût, hein, avec le goût salé, sucré, amer, acide et l'umami, et avec les papilles gustatives dans la langue, ici, qui peuvent distinguer toutes les variations de ces goûts-là pour permettre d'avoir du goût. Le toucher, la douleur, qui sont traités par euh, mon collègue et ami, oui, j'oublie toujours son nom, c'est un trou de mémoire. Mais il explique tout ça en profondeur, donc je vais pas le reprendre. Mais c'est effectivement en connexion directe avec les zones somatosensorielles du cerveau, et donc on a justement tout cet homoncule avec cette espèce de être humain déformé ici. Ensuite, on a la glande pinéale. Euh, oui. Donc là, j'ai fini un peu avec les sensations. Je m'adresse directement à la glande pinéale maintenant. Pourquoi? C'est un peu, c'est une partie qui fait partie du thalamus, hein, c'est l'épithalamus, en fait. Comme l'hypothalamus fait partie du thalamus. C'est ce qui est en dessous du thalamus, c'est vraiment directement lié. C'est connecté intimement au thalamus. Ça fait pas partie, c'est connecté intimement. L'hypothalamus qui gère tout ce qui est physiologique, tout ce qui est, c'est le bâton de chef d'orchestre qu'on avait dit avec l'hypophyse qui est donc c'est le chef d'orchestre alors que le bâton c'est l'hypophyse. Et puis on a l'épiphyse ou la glande pinéale, euh, épithalamus, parfois on l'appelle aussi, et c'est la partie qui s'occupe de tout ce qui est spirituel. C'est l'information spirituelle, c'est une vraie antenne. C'est une antenne qui est élevée, on a un trou, hein. On a une espèce d'espace entre les os ici, au plein milieu de la tête, qui nous permet de communiquer, de pouvoir capter toute l'information de type qu'on appelle spirituel. C'est une information, c'est vibratoire, c'est des choses qu'on peut choper, qu'on peut capter. Lorsqu'on médite, ben, on va méditer, on va avoir vraiment ici le sommet du crâne, et ça va passer par la pinéale, et la pinéale agit directement avec le thalamus. Donc, c'est intéressant de savoir que le thalamus, il gère toutes ces dimensions à la fois. Évidemment, la pinéale, elle s'occupe de la mélatonine, elle fait de la sérotonine, elle fait du DMT, enfin, elle fait beaucoup et surtout, c'est le siège de production de la mélatonine pour le déclencheur jour-nuit. Hein, donc, on sait que, ici, on avait vu ça en endocrinologie, c'est qu'on a des détecteurs sur la rétine qui communiquent directement avec les noyaux suprachiasmatiques, qui sont au centre vraiment de la gestion de tout ce qui est jour-nuit. Là, on a encore d'autres noyaux, et puis on va encore ici, on descend un peu, on remonte, et on va communiquer avec la glande pinéale qui va, en cas de nuit, donc en cas d'absence de lumière, déclencher une production de mélatonine qui est 1000 fois supérieure à ce qu'on a pendant l'état d'éveil, et qui va s'occuper de plein de fonctions qui vont de la désoxydation à l'immunité, à la croissance, à la régulation des cellules cancéreuses, enfin tout ça, c'est extraordinaire, mon puissant. Et donc là, on a cet aspect-là, puis on a aussi l'aspect de rythme, des rythmes circadiens, c'est-à-dire que on a en fait euh, plusieurs ondes. Si on mesure avec des électroencéphalogrammes, on voit qu'ici on a euh, alors qu'est-ce
On a ici le rythme alpha. Là, on a le bêta. Bêta, c'est l'éveil. Pour le moment, là, je suis en bêta. T'es probablement en bêta aussi. Sauf si, je, je suppose que t'es en bêta. L'alpha, c'est qu'on est plus relaxé. Et puis, on a, en fait, ici, euh, delta, theta, delta, theta, gamma. C'est gamma, c'est le sommeil paradoxal. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, le sommeil paradoxal et l'éveil, ils sont assez dans les mêmes fréquences. Donc, c'est pas exactement les mêmes sens. Et ce qu'on sait, c'est que euh, pour avoir un bon rythme comme ça, il faut de la thyroïde. Si la thyroïde, donc si la glande thyroïde qui se trouve ici, au niveau de la gorge, ne fonctionne pas bien, ceci va très mal fonctionner et on va avoir par exemple, des élèves avec des troubles de l'attention terribles qui ont une très grande difficulté à apprendre. Si on leur refile de la thyroïde, de l'hormone thyroïdienne, ils vont pouvoir relancer ça. C'est pour ça que c'est peut-être pas une bonne idée de dire que l'hypothalamus est le chef d'orchestre. D'autant plus que les tas d'hormones jouent directement sur le cerveau aussi. Mais euh, gardons cette jolie euh, image. Donc ici on a ça. Et on a aussi ici ceci qui est peut-être plus facile à comprendre. Donc on a les bêta, l'état d'éveil, activité cérébrale normale, ondes les plus courantes, celle de l'éveil. Donc on n'est pas en sommeil. L'alpha, 8 à 14 Hz, c'est un état de repos pour le cerveau, relaxation éveillé, conscient mais détendu. Sommeil lent et très léger. Attends que je voie un petit peu, que je t'observe, que je soupçonne que tu es en train de rentrer en alpha. Bon, alors, non. Voilà, tu vois, c'est en cycle par seconde, hein, 14 à 20 Hz, 8 à 14 Hz, donc souvent on retombe en alpha, on est en bêta, puis on retombe en alpha. Le θ, ça c'est vraiment, c'est un état seconde, onde de relaxation avec relaxation profonde, hypnose, état de somnolence consciente, de sommeil éveillé. C'est un sommeil lent et léger. Alors, apprends la neurobiologie. Pardon. Alors on a le delta, le delta, je prends un pendule comme ça. Le delta, alors c'est des ondes très lentes dans lesquelles nous sommes complètement inconscients, mais sans rêve. C'est le sommeil lent et très profond. Et puis, de temps en temps dans dans le sommeil, pardon, régulièrement, surtout quand on fait des rêves intenses, etc. Hop, on a tout d'un coup des coups d'activité cérébrale qui sont très intenses. Et ce sont des ondes les plus rapides, signifiant un niveau d'attention très élevé. C'est le sommeil paradoxal. On a les yeux qui bougent, c'est assez extraordinaire. Donc voilà pour les rythmes du cerveau. Voilà. Et donc on va continuer notre exploration du cerveau. Oui. Ah tiens, c'est intéressant. La glande pinéale est reliée à l'aire occipitale visuelle par un nerf semblable au nerf optique. Oh, oh. Donc on a quelque chose entre la pinéale aussi et la glande pinéale. Extra. Et puis il y a toute cette histoire de calcification. Donc on a un canal pinéal qui relie notre glande pinéale on a ce trou, cette suture au sommet du crâne. Si celle-ci est trop calcifiée, ben on perd en fait cette capacité de d'avoir une vie spirituelle intense. Également, le fluor. Le fluor est très nocif au fonctionnement des glandes pinéales. Et on en met dans l'eau, on en met dans le dentifrice, on en met partout. C'est, c'est comme si on voulait avoir une société avec des gens qui sont robotisés, en fait, qui n'ont pas de vie spirituelle. On voit aussi que la glande pinéale, elle est très étroitement liée euh,
au système des ventricules. Donc il y a cette connexion directe avec le système liquide des ventricules. C'est à mon avis très important parce que donc on a le troisième ventricule ici et tu vois qu'on est directement en connexion avec ça. Là c'est quelque chose de très important. Qui, évidemment demande plus de réflexion, plus de recherche. Euh, J'essaie de suivre ça parce que je pense que peut-être on arrivera bientôt à une meilleure compréhension du cerveau et de tout ce qui est en relation avec la méditation, avec avec ce qu'on ressent quand on médite et ce qu'on ressent quand on est qu'on a des voilà quand on est dans ces sensations où on sent vraiment que qu'il y a de la lumière qui nous traverse, qu'on est en connexion avec l'univers. Il y a ça passe par là. Donc c'est du ressenti, mais c'est si ça passe par quelque part, ça passe par là. Hein, donc on a le chakra du troisième œil qui se trouve plutôt au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, et puis le chakra pourpre, qui est celui qui correspond à la glande pinéale et qui est celui qui correspond avec l'orifice, enfin l'espèce de comment dire de trou entre les os qui se trouve au sommet du crâne. Alors si on peut réfléchir en termes de pensée aussi, hein. Il nous arrive à certains de penser. Comment on fait pour penser? Eh ben, en fait, on va utiliser lorsqu'on pense, lorsqu'on est en bêta, lorsque je suis en mode de travail comme je suis maintenant, bah sans arrêt, je recrute de la mémoire pour parler de ce que je parle. Donc c'est pas simple. Les diagrammes me servent à recruter de la mémoire, de connaissances acquises. Donc je recrute, c'est pas, ça rentre dans l'espace de travail courant. Donc quand je charge en schéma, je charge en espace de travail, si tu veux. On a à peu près la même chose dans le cerveau. On va charger en espace de travail en recrutant de la mémoire, qui est une mémoire. Alors il y a plusieurs types de mémoire, on va voir ça tout à l'heure. Euh, Ça, c'est de la mémoire contextuelle qui va pouvoir permettre de décrire une connaissance. Donc ici, on a l'espace de travail, ça se trouve dans le cortex préfrontal. Donc ça se trouve ici. Hein. Hop, l'espace, voilà, le cortex préfrontal. Évidemment, c'est en relation avec toutes les autres aires cérébrales, et c'est en relation avec le thalamus, c'est en relation avec le reste du système nerveux central. Et puis il y a l'ergo, il y a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Alors c'est l'endroit où on a la focale d'attention. Donc, quand on fait attention à quelque chose, ça se passe à ce niveau-là aussi. Hein, on va recruter des formes de pensée par le cortex préfrontal. Et donc on va avoir des ondes stationnaires. Attends, là, des ondes stationnaires à longue portée, fractalement autocorrélées, avec un nombre de niveaux d'harmonique pouvant être très élevé. Qu'est-ce qu'il raconte? On y reviendra plus tard. En fait, ce qu'on appelle nos connectomes, c'est l'ensemble des neurones qui sont connectés à un moment donné. Donc, si tu regardes à l'instant T, juste maintenant, mais tous tes neurones ne sont pas tous connectés ensemble. Il y a des circuits de neurones qui sont connectés, et ça fait, en fait, c'est une espèce de grosse toile d'araignée de neurones qui sont en train de décharger les uns dans les autres à l'instant présent, et ça forme un connectome. Et le connectome, ben, il va évoluer. Donc en fait, il va se déplacer un peu comme une toile d'araignée, comme un nuage de connexion qui va se déplacer en temps réel d'un endroit à l'autre dans le cerveau, tout en restant focalisé sur le préfrontal. C'est le connectome. Et ce connectome, il y a des connexions à longue portée, des connexions à moyenne portée, des connexions à courte portée, et tout cela euh, se fait d'une façon cohérente. Sinon, on penserait n'importe quoi. Donc les pensées sont extrêmement cohérentes et elles sont aussi un peu comme le son. Lorsque tu fais un son, le son, il est autocorrélé. Euh, ouais, je vais peut-être te regarder en disant ça parce que sinon, le son, il est autocorrélé parce que
lorsque tu as un son, il y a ses sous-harmoniques, et ses sous-harmoniques, et ses sous-sous-harmoniques, et ainsi de suite. Et quand tu regardes un son, comme la forme qu'il fait, hein, on a vu ça en cinématique, toutes ces jolies formes que font le son, ben c'est une caractéristique fractale. C'est-à-dire qu'on reproduire les mêmes patterns, les mêmes structures géométriques, plus on descend en profondeur. Eh bien, les connectomes neuronaux, c'est-à-dire les connexions en temps réel des neurones, elles vont adopter la même géométrie, la même structure autocorrélée et fractale qui va descendre en profondeur. On va avoir des connexions qui vont connecter un morceau de cerveau gauche avec le pariétal droit et tout ça en temps réel, hein, mais ça descend en plus de profondeur dans les petites colonnes comme ça et ça va bien s'articuler. Et c'est cette capacité, la pensée, c'est quelque chose de cohérent. Donc tout rester dans des généralités, on pourra rentrer dans le détail peut-être plus tard. Et donc on va pouvoir renforcer un connectome qui signifie quelque chose et qui correspond à quelque chose qui a du sens. Eh bien, il va se renforcer parce il va revenir plus souvent, il va faire sens et il va se renforcer. Donc on va avoir renforcement de connectome, mémorisation et forme de pensée. Une forme de pensée, quand tu penses toujours à la même chose, ben, tu fais une forme de pensée. Donc les connectomes, c'est à l'instant T, une pensée, ça se déroule dans le temps, et donc si ça se renforce de plus en plus, on peut dire que c'est une forme de pensée. Et donc, on a aussi ce qu'on appelle l'intention, ce qui est différent. Donc le focus d'attention, c'est une chose, mais l'intention, c'est autre chose. Par exemple, si tu as euh, de d'arriver à un objectif particulier, c'est donc une intention. Ça, il y a d'ailleurs donc on parle d'intention, voilà. Donc on était dans les formes, dans les généralités de pensée. Et intéressons-nous à un cas bien précis. On va regarder qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, ben, avec le langage. Qu'est-ce qui se passe si je lis une lettre dans un livre ou un mot dans un livre et que je le parle? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le langage ici, l'aire la plus importante ici, c'est l'aire de Broca. C'est l'aire qui est liée au langage. Elle est ici, sur le côté. Et elle est intimement connectée avec l'aire auditive, parce que évidemment, si on parle, on écoute. Euh, et puis, on a l'aire de Wernicke aussi, qui est très important. On a le gyrus angulaire. On a ici un gyrus supramarginal et on a le cortex moteur. Parce qu'évidemment, on va bouger la langue, on va bouger les lèvres, on va euh, émettre des sons, le larynx, tout ça. Donc, c'est le cortex moteur primaire, l'aire de Broca et l'aire auditive primaire. Ils vont collaborer pour pouvoir émettre des mots, des lettres, et voilà, etc. Donc, lorsque nous prononçons un mot entendu, prononciation d'un mot entendu, comment ça va fonctionner? Eh bien, il y a le cortex, prononcer un mot lu, pardon. On lit un mot. D'accord? Donc, je vais lire un mot, donc c'est le cortex visuel, hein, qui va, donc les aires V1, V2, V3, V4, V5, qui vont, euh, le cortex visuel analyse l'image et transmet l'information relative à celle-ci au gyrus angulaire. Salut le gyrus angulaire! Le gyrus angulaire décode l'information visuelle afin de reconnaître le mot lu et associe la forme visuelle à la forme parlée dans l'aire de Wernicke. On va chez Wernicke. Alors, l'information relative au mot lu est combinée à sa sonorité, puis est renvoyée à l'aire de Broca via un faisceau, on appelle le faisceau arché. On va chez Broca. Ensuite, l'aire de Broca élabore un plan moteur pour prononcer le mot approprié et envoie cette programmation au cortex moteur. 5. Le cortex moteur exécute le plan en agissant sur le larynx et les structures associées pour prononcer le mot. Alors, on a retracé ce chemin parce que on a vu des têtes de gens, des gens qui bégayent, des gens qui peuvent lire un mot mais qui peuvent pas le dire, des gens, toi, donc des lésions du gyrus
angulaire brise le flux d'informations, provoquant provenant du cortex visuel. En conséquence, le malade a des difficultés à dire des mots qu'il a vus, mais pas ceux qu'il a entendus. Hein. On a des tas de, c'est en regardant un peu toutes les pathologies, euh, et en regardant ça avec les RMN qu'on peut pouvoir, qu'on a pu un peu analyser ça de plus près et qu'on sait un petit peu maintenant même mieux comment ça marche. Donc, un, je vois le mot. Deux, euh, je, euh, je vais le reconnaître et reconnaître et associer une le mot à associer une forme visuelle. Trois, l'information relative au mot est composée à sa sonorité puis envoyée à l'air de Broca. Quatre, l'air de Broca élabore un plan moteur pour prononcer le mot. Cinq, je prononce le mot. Et voilà. Facile. Euh, ben oui, parce que et donc ah, tu vois, là je me suis trompé, là c'était lu et là c'est entendu. Et donc là j'ai un mot entendu, donc c'est une citation légèrement différente. Donc je prononçais un mot dont un j'entends le mot, c'est dans l'air le cortex auditif primaire. Deux, l'aire de Wernicke va l'analyser l'information auditive pour déterminer le mot, quel mot a été dit. Trois, l'information produite par l'aire de Wernicke est envoyée à l'aire de Broca par le faisceau arché. 4. L'aire de Broca élabore le plan moteur de répétition du mot et envoie cette programmation au cortex moteur. Bam. 5. Le cortex moteur exécute le plan en agissant sur le larynx et les structures associées pour prononcer le mot. C'est absolument ça. Et alors le trouble de l'autisme, c'est vraiment un énorme, comment dire, c'est un nom qui désigne des tas, énormément de problèmes différents, énormément. Donc c'est pas un neurone qui connecte pas avec tel neurone, telle région. C'est quelque chose d'absolument général. Et en fait, le trouble de l'autisme est plutôt lié à un problème au niveau de la synaptogénèse de façon générale dans le cortex. Donc ce sont en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la vie intra-utérine, dans les donc ce qu'on appelle la période périnatale, disons, septième mois de la grossesse jusqu'au de la vie intra-utérine, jusqu'au premier mois, deuxième mois de la naissance, le cerveau se forme. On forme ces 6 couches qui se trouvent dans le cortex. Et ces six couches qui se trouvent dans le cortex, elles se forment parce que, ah, celui-là, oui, oui, l'air de Broca ici, l'air de Broca. Ah, et asymétrie hémisphérique. Asymétrie hémisphérique. Ça, c'est parce que effectivement le langage, il est plus du côté gauche que du côté droit. Euh, c'est le nom du chapitre du livre d'où j'ai pris ça. Ouais, j'ai fait toutes les bibliothèques de l'université, département de médecine, j'ai cherché dans des tas de bouquins. C'est pas dans Internet qu'on trouve tout ça, en fait. C'est vraiment, faut aller chercher, quoi. Et, mhm.
Et donc on peut trouver tout ça. Il y a des tas de choses qu'on peut trouver sur Internet, mais pas tout. Et puis surtout les livres et surtout il y a des tas de choses qui sont pas accessibles sur Internet et qui sont accessibles de façon restreinte, notamment beaucoup d'articles scientifiques. Et donc c'est pas facile. En fait, quand on parlait donc de la synaptogénèse qui se passe durant la période périnatale, eh bien c'est très important parce que si tout se passait parfaitement bien, on arrive à la naissance, au premier mois de la naissance, on est hyper connecté. On a beaucoup trop de connexions. Et l'apprentissage va consister à élaguer, un peu comme si tu avais une forêt avec énormément de branches d'arbres. Tu vas couper des branches d'arbres pour que ce soit plus clair et que ça devienne un beau jardin. Hein, tu vas jardiner un petit peu les possibilités de connectome. Alors, le fait est que euh, le trouble de l'autisme, qui est énormément de façons de survenir différentes, de façons de s'exprimer, c'est vraiment quelque chose dans lequel on met plein de caractéristiques différentes. Ça, c'est souvent relié à des problèmes de synaptogénèse, c'est-à-dire des synapses qui ne se font pas, euh, et donc on a moins de densité de connexion au moment de la naissance. Tu veux, la forêt, la couverture forestière, elle est moins dense. Pense par exemple à la forêt amazonienne, ok? Alors, tu as la forêt amazonienne normale, en pleine nature, sans perturbation humaine. Ça, c'est un cerveau qui se trouve à la naissance. Et l'apprentissage va consiste à faire de travaux de couper les branches et de faire organiser cette canopée pour que tout se passe bien. Et de façon optimale pour pouvoir oui, avoir des comportements, des réflexions, etc. Donc tous les circuits ne seront pas permis. Et lorsque le développement de l'autisme est relié au fait que, par exemple, pendant la formation de la canopée, il y aurait, par exemple, des perturbations climatiques, de grands vents, pas des ouragans, etc. Et les arbres peuvent moins, la canopée peut moins se connecter ou moins bien se connecter, se connecte de travers. Et donc, ça fait des structures qui sont pas normales, qui sont inattendues, parfois plus connectées, parfois moins connectées, et qui vont, évidemment, qui représentent un autre milieu, un autre terrain pour fabriquer un écosystème de pensée. Je crois que la comparaison avec la forêt amazonienne est bonne, puisque tu as des strates, donc on a 6 étages dans les connexions entre les dendrites des neurones du cortex. Eh bien là aussi, imagine une canopée d'arbres en forêt amazonienne où on a 6 sous-canopées et qu'il y ait un peu de perturbations dans les connexions entre les branches et qui font que l'écosystème va se mettre en place différemment et le jardinage sera peut-être plus difficile, l'élagage des arbres, etc. sera peut-être plus difficile à faire. Parfois, il y a des connexions qui sont surprenantes, nouvelles, inattendues et qui font que tu as parfois des autistes qui ont énormément de capacité d'attention que d'autres n'ont pas parce qu'il y a des mécanismes qui sont inhibés, etc. Donc il y a un espèce de chamboulement de l'écosystème cérébral lié au trouble de l'autisme. Maintenant, il y en a tellement de différents qu'il faut voir. Il faut pas confondre euh, l'autisme qui se déclare tout de suite et où tu as en fait carrément des individus qui sont complètement sous-connectés et qui sont pas capables de faire de la coordination des mouvements, de parler normalement, d'émettre des mots, de faire des phrases, etc. Et bien, un autisme un peu plus, disons, de luxe, qui est celui où on a des gens qui ont des capacités extrasensorielles, une capacité de se focaliser absolument tout à fait inhabituelle, etc. Ça, c'est autre chose. Mais c'est parce on met des mêmes choses des mêmes phénomènes, des phénomènes différents dans le même panier. Oui, oui, As- Asperge, pardon, je parviens pas à dire le mot. Oui, as, genre, oui, c'est Asperger, oui. C'est parce que je confondais avec une asperge. Oui, c'est Asperger, je pensais à une asperge, oui. Oui. Je suis en train de confondre avec une asperge. Mais Asperger, c'est pas vraiment, par exemple, Elon Musk, il a Asperger. Donc
c'est pas tellement une tare par rapport à des autismes qui sont carrément très dangereux et très, c'est très difficile. Oui, oui. Mhm, mhm. Ouais. Ah, voilà. Alors, on va continuer parce que non, on a fait un peu le langage ici. On va continuer dans ça c'est très intéressant. Donc on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Euh, En fait, c'est plutôt hémisphère parce que c'est hémisphère droit. C'est une exagération de parler de cerveau gauche et de cerveau droit, bien entendu. C'est parce qu'en fait, on s'est aperçu très tôt, dans début des années 70, donc il y a 5 ans, on a fait les premières opérations où on coupait le, le corps calleux. Donc le corps calleux dans le cerveau, c'est ce qui relie, hein, c'est ce qu'on avait vu. Je remonte un peu dans l'anatomie. Système nerveux central ici. Là, je dois avoir un corps calleux quelque part. C'est ce qui relie la partie gauche à la partie droite du cerveau. Voilà, ici, le corps calleux. Ouais, donc on a ici une espèce de, vraiment, ça ressemble à une semelle de chaussure, comme ça. Mais c'est vraiment tous les axones qui relient la partie droite et la partie gauche du cerveau. Alors, il y a des personnes chez qui c'est beaucoup plus développé. Par exemple, chez les musiciens et les artistes en général ont un corps calleux très développé par rapport aux personnes qui sont pas artistes. Les femmes ont un corps calleux très développé par rapport, plus développé que les hommes. Parce que les femmes elles ont, elles ont cette capacité de faire du multitasking, faire plusieurs choses à la fois, que les hommes n'ont pas. Ou n'ont pas de façon aussi développée. Ici, on voit peut-être une autre vue sur le corps calé. Maintenant, il y a des hommes qui savent faire plein de choses à la fois en même temps, donc c'est pas vraiment, c'est une façon statistique et générale, quoi. Ici, on voit le corps calé, donc c'est plein de fibres neurones qui relient les deux parties du cerveau. Donc, on s'est aperçu, dans les années 70, donc il y a très longtemps, que, qu'on pouvait que les gens qu'on pouvait soigner des gens qui étaient complètement schizo ou qui avaient des trucs terribles, qui souffraient beaucoup, en, en coupant les liens entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et ces gens vivaient encore. Et puis on s'est aperçu que ben, le cerveau gauche, c'est celui qui est plus pour ce qui est séquentiel et analytique. Par exemple, c'est là qu'il y a l'aire de Broca et de Wernicke, qui correspond au langage. C'est là qu'on a tout le champ lexical. C'est là qu'on a le champ syntaxique. C'est avec le cerveau gauche qu'on parvient à faire des classifications, des catégorisations de ce qui est déjà connu. Par exemple, voilà, tu vas reconnaître tel type de nourriture que tu connais déjà, tel type de produit, d'aliment que tu connais déjà. C'est lié à l'acte de manger. C'est lié au raisonnement séquentiel. Donc, c'est le raisonnement où les choses se suivent par séquence. Je fais d'abord ceci, puis je fais ça, puis je fais ça, parce que c'est logique. C'est la logique séquentielle. Euh, Ça, c'est le cerveau gauche. Et le cerveau droit, enfin l'hémisphère droit, par rapport à manger, c'est celui qui évitait de se faire manger. Donc, manger ou éviter de se faire manger. Hein, ça, c'est très primitif. Donc, c'est éviter de se faire manger, faire attention à ce qui est inconnu, à ce qui est nouveau, prise en charge de la découverte. On a vu que quelqu'un qui avait une bonne naissance, donc pour lequel
la naissance se passait sans trop de difficultés, de façon naturelle, ben en fait, c'est quelqu'un qui associe l'acte des découvertes de quelque chose de nouveau et d'inconnu avec du plaisir. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a peur de l'inconnu et du nouveau. C'est quelqu'un qui est curieux. Donc, c'est la curiosité. Euh, alors là, quand tu reconnais un visage, tu vas reconnaître ici, reconnaissance d'un visage connu. Là, ça va être reconnaissance de l'émotion associée au visage connu. Donc, si la personne est fâchée, si elle est aimante, si elle est surprise, etc. Donc ici, il y a l'aspect reconnaissance visuelle, et là, il y a l'aspect euh, reconnaissance de tout ce qui est tous les signes de type émotionnel. Par exemple, ici, on va reconnaître la voix, hein, on va reconnaître la voix de quelqu'un, et là, on va reconnaître la prosodie. Donc, si par exemple, tu vas dire passe-moi le sel, ou passe-moi le sel. Tu vois, donc toutes les intonations, le timbre de la voix qui est associé, donc tout ce qui est prosodie associé à la phrase va être côté droit. Euh, et en fait, en plus, il y a quelque chose au niveau des raisonnements, c'est que tu as des raisonnements qui sont séquentiels, logiques. Hein, tu fais d'abord le premier pas de raisonnement, ensuite tu fais la deuxième chaîne de raisonnement, ensuite la troisième chaîne, et ensuite tu arrives à la conclusion. Ça, c'est le cerveau gauche. Hein, c'est ce qu'on fait typiquement dans une phrase. Il y a une logique dans une phrase en général. Euh, et le parti droit du cerveau est plus en relation avec ce qu'est le parallélisme. C'est-à-dire qu'on va euh, c'est un raisonnement en parallèle. Les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle qu'on nous balance à toutes les sauces, c'est pas du tout un raisonnement qui est séquentiel. C'est un raisonnement parallèle. On balance des réseaux de neurones en parallèle et on essaye de faire les choses qui ressemblent plus à ce qui a déjà été fait par rapport à un apprentissage. Ça, c'est du parallélisme. Si tu regardes par exemple, si par rapport au dessin, eh bien, tu vas avoir le cerveau gauche qui va plus être le dessin de traits, tu vois, on va faire des contours, des lignes, essayer de dessiner quelque chose qu'on connaît, par exemple un visage, et le cerveau droit, ça va être plus le coloriage. Et donc, on a, ça s'appelle et d'où vient en fait, d'où ce que ça vient, c'est ce fait qu'on a une latéralisation, si tu veux, ça nous vient en fait de très loin. Euh, c'est que bon, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas, qui veulent pas croire la théorie du darwinisme. Enfin, quand même, il y a quand même de Darwin, mais quand même, on vient de notre espèce, ben, elle déroule c'est la conséquence. Ah, même si on peut croire tout ce qu'on veut par rapport à la religion, mais ça n'empêche pas que bon, au départ, ben, il y avait des poissons, et si tu veux, le poisson, la latéralisation, c'est quand tu croises. C'est-à-dire que tu vois t'as un petit poisson dans l'eau et tu vois un gros poisson. Et donc, tu as intérêt à bouger tes muscles, pas pour aller vers le poisson, mais pour aller de l'autre côté. Et ça, c'est le début de la latéralisation. Chez les poissons, tu vois un prédateur d'un œil sur un côté, tu vas contracter les muscles de l'autre côté. Donc, tu vois, tu as une latéralisation par rapport à hein, le point de chiasma dans la vue. Hein. Euh, par rapport à ça, la latéralisation, c'est ça. C'est tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont croisées. Tu vois, ici, on va croiser la vue. Ça vient d'où ça? Pourquoi est-ce qu'on s'est amusé à croiser la vue? Euh, il va croiser beaucoup de choses. Les muscles aussi sont croisés. Hein, et le cerveau droit va être responsable des choses qui se passent à gauche et inversement. Quoi? Eh bien, parce que pourquoi on croise?
Ça s'appelle la latéralisation. C'est pour ça qu'on a cerveau droit, cerveau gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche. Eh bien, en fait, c'est parce que, au départ, il y avait des poissons, ils voyaient d'un côté le prédateur, le gros Robert, hein, le gros poisson, et il fallait contracter, hein, ta meilleure temps de contracter tout de suite l'autre côté du corps pour donner un coup de nageoire pour filer de l'autre côté du poisson, pas du côté du poisson. Euh, chez les grenouilles, c'est encore plus compliqué puisqu'en fait, quand tu vois l'ennemi d'un côté, tu dois sauter de l'autre côté. Donc en fait, tu as un croisement des muscles qui font que tu vois là, tu vois d'un côté, et tu dois contracter les muscles du même côté, mais ça doit doublement croiser en fait. Et donc tout ça, ça vient de là en fait. Euh, et pourquoi on est des gauchers? Ça vient ça vient de comment réagir au départ de l'évolution. Eh bien, tu avais des prédateurs des proies, et il fallait fuir dans le bon sens, le plus vite possible, tu vois. T'as pas le temps de réfléchir si tu vas. Donc il faut que ce soit plus efficace. Et c'est pour ça qu'on a croisé. C'est pour ça qu'on a fait une latéralisation. Euh, la latéralisation et aussi la décussation. La décussation, c'est le fait qu'on a le croisement ou l'interconnexion des fibres nerveuses entre les hémisphères cérébraux ou d'autres parties du système nerveux. La vue est décussée, l'ouïe est décussée, la motricité est décussée. Donc, la vue, c'est clair, hein, on l'a vu. L'ouïe, ben, on a une ouïe stéréo, super. Et la motricité, pour fuir. Et puis, on a ce qu'on a appelé le connectome. Et au niveau de hommes et femmes, est-ce qu'il y a des différences très importantes, pas très importantes? Si on trouve des différences au niveau des connectomes. Donc les connectomes, on a vu, c'est l'ensemble des neurones qui sont connectés et qui, qui forment ensemble une trajectoire très complexe, hein, une espèce de nuage de connexion à un moment donné. Mais ces connectomes, en fait, chez l'homme, ils sont plus souvent du même côté, soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc on parle, les hommes ont des connexions ipsolatérales plus développées, tandis que les femmes ont des corps calleux plus développés. Les femmes ont des connectomes qui font intervenir les deux côtés à la fois. Donc les femmes ont on dit souvent plus d'intuition, etc. C'est en fait que les corps calleux, donc c'est ce qui font la connexion entre le cerveau gauche et le cerveau droit, sont beaucoup plus développés. Mais c'est également beaucoup plus développé chez les musiciens. euh, voilà. Alors, chez les musiciens, oui. Non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'on trouve statistiquement, hein, statistiquement, les femmes ont, les cerveaux féminins ont ont un corps calleux plus développé. Développent plus de connexions entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite que les hommes. Mais les artistes, les danseurs, etc., tous les gens qui sont des artistes ont un corps calleux plus développé. Les musiciens, la musique est quelque chose de très très séquentiel. Ben, ça va développer le cerveau gauche. Donc on trouve chez les musiciens professionnels les connectiques au niveau du cerveau gauche qui sont extrêmement développés. Euh, voilà. Donc la reconnaissance des visages connus qu'on connaît déjà, c'est le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche, c'est la bibliothèque de tout ce qu'on sait déjà. Et le cerveau droit, c'est le système qui permet de découvrir ce qui est nouveau. Euh, donc quand on regarde un visage, on reconnaît avec le cerveau gauche et on y associe les émotions avec le cerveau droit. La gestuelle et la cognition sociale sont quelque chose qui sont assez liés au cerveau droit. Donc les gestes, l'interprétation du geste, le langage des gestes, la cognition sociale, c'est
une caractéristique du cerveau droit. Et puis on a des gens, il y a des syndromes. Je mettrai ça plus tard. Ah bon, on peut mettre ça maintenant, tiens, voilà. Ouais. Non, non, je mets pas. Il y a des syndromes comme ça où des gens, ils ont une inhibition de la partie go. Alors c'est des gens qui sont très faciles de communication, qui ont l'air un peu naïfs comme ça, et qui occasionnent des tas de choses très amusantes. Euh, Évidemment, on a exagéré, et souvent dans la littérature, en particulier la littérature que j'appellerais New Age, une littérature un peu psychédélique, si tu veux, très qui raconte parfois des choses très intéressantes. Ils ont beaucoup exagéré cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau gauche, c'est ceci, cerveau droit, c'est cela. Donc il y a plein d'exagérations dans la littérature. Parce qu'on en a fait un mythe, une sursimplification. Et quand on fait une sursimplification, on aboutit à des choses qui sont totalement exagérées et pas et loin du réel, quoi. Euh, donc quelqu'un, oui, voilà, toi t'as un cerveau gauche, toi t'as un cerveau droit. Non. En plus, il y a ce qu'on appelle les split brains, des gens qui ont le corps calleux qui est cassé, qui est coupé ou qui fonctionne pas. C'est le syndrome des gens qui ont des comportements contradictoires, comme ça, un peu bipolaires, hein. C'est le syndrome du docteur Folamour, comme ça. Voilà. Et puis, t'as aussi les gauchers et les droitiers. Euh, alors, il est 9h29. Euh, je vais continuer avec les gauchers et les droitiers juste après. Donc, je coupe et je reprends après. Ça va? On fait un quart d'heure? 15 minutes? Ça va? 15 minutes? 15 minutes. À tout de suite alors.